Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Nous allons découvrir ensemble une affaire terrible. Attention, elle est difficile à entendre. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications de mes prochaines vidéos. Alors, n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. Le 22 novembre 1985, en fin d'après-midi dans un quartier de Lille, la mère de Nathalie H, 7 ans, l'envoie acheter des cigarettes et du pain. Ça se faisait beaucoup à l'époque. La mère de la petite Nathalie s'inquiète de ne pas la voir revenir. Le magasin n'est vraiment pas très loin de chez elle et elle met beaucoup trop de temps à rentrer. Alors, à 18h30, elle signale la disparition de sa fille à la police. Le soir, 2 policiers retrouvent son petit corps sans vie dans un buisson. Elle n'a plus de pantalon, elle présente des plaies de couteau au cœur et des traces de strangulation. Près d'elle, les inspecteurs retrouvent la liste des courses et les courses que sa mère lui avait demandées. Une trace de liquide séminal est trouvée sur son corps, mais à cause de la forte pluie, toutes les preuves ADN vont être altérées et ne seront plus du tout interprétables. Le 8 octobre 1990, à Oisem, un quartier de Lille, Cathy M, 9 ans, joue dans le jardin de sa résidence. À 20h, son père l'appelle pour rentrer, mais la petite fille ne répond pas et elle ne rentre pas. Alors, son père inquiet part avec sa sœur aînée Valérie à sa recherche. Après 1 heure de recherche sans succès, son père décide d'appeler la police à 21h. Le 9 octobre 1990, le corps sans vie de la petite Cathy est retrouvé dénudé. Elle a été poignardée à 14 reprises et aucune trace ADN n'est retrouvée sur les lieux. Le 23 juillet 1992, en fin d'après-midi, à Lille-Moulin, Nadja T, 4 ans, joue avec d'autres enfants au pied du HLM de sa grand-mère, qui, elle, habite au rez-de-chaussée. Un homme est vu emmenant la petite fille dans ses bras. Nadja est très calme et les passants pensent que la petite fille est avec quelqu'un de sa famille, un de ses oncles. Mais Anissa, qui a vu la scène, qui est la tante de Nadja, crie Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pose-la! et elle crie aux passants qui regardent la scène que ce n'est personne pour Nadja et qu'elle ne connaît pas cet homme. Alors Anissa part en courant après l'homme. Elle le suit dans la rue tout en criant. Et malheureusement, personne ne fait rien. Malheureusement, Anissa trébuche et le perd de vue. Nina, la mère de Nadja, part avec d'autres membres de la famille à la recherche de la petite fille. À 20h, l'enlèvement de la petite fille est signalé à la police. Anissa va réussir à faire une description de la tenue de l'homme. T-shirt rouge, basket et un pantalon de survêtement blanc avec des rayures rouges. Un portrait robot est effectué par un passant qui a vu l'homme et Nadja. Le 29 juillet 1992, dans un terrain vague à Rochin, 3 garçons font une découverte macabre. Ils trouvent le corps sans vie d'une petite fille. Elle est couchée sur le côté droit, sous une bâche, entre des arbustes. Ses vêtements sont soigneusement pliés sous elle, et les enquêteurs reconnaissent tout de suite la petite fille. Il s'agit de Nadja. Le médecin légiste conclut qu'elle a été assassinée quelques heures après son enlèvement. Sur un des vêtements, une trace de liquide séminal est retrouvée et permet d'établir un profil ADN. En novembre 1993, 2 petits garçons de 7 et 10 ans sont malheureusement violés à Lille-Moulin. Les enquêteurs ne retrouvent rien du tout sur les lieux et ne peuvent mettre ce crime atroce sur personne. Le 6 janvier 1999, une petite fille de 7 ans, Julie, est avec ses frères et sœurs. Ils font une collecte de pièces jaunes en bas de leur résidence. Au bout d'un moment, le petit groupe décide de se séparer pour faire une meilleure collecte, plus efficace. Julie reste donc seule pour faire sa collecte aux personnes qui entrent et sortent de l'immeuble. À ce moment-là, un homme passe. Julie lui demande une pièce pour sa collecte et l'homme lui répond. Oh ma puce, je n'ai rien pour toi. Mais par contre, chez moi, j'en ai plein. Viens. Julie ne se méfie pas. Et l'homme vérifie, il regarde de droite à gauche, il vérifie qu'il n'y ait personne autour de lui. Et là, il attrape Julie par le bras et l'entraîne dans une ruelle. Il marche, beaucoup, énormément, pendant plusieurs kilomètres. La petite fille ne comprend pas, l'homme lui avait dit que sa maison était pas très loin. Alors elle lui demande s'ils en ont encore pour longtemps, parce que ses frères et sœurs vont s'inquiéter. Et l'homme va lui répondre qu'ils ont pris un raccourci et que ce n'est plus très loin maintenant. En fait, l'homme
n'emmène pas du tout Julie chez lui. Ils arrivent près d'une usine désaffectée à Fives, et là, le cauchemar commence pour Julie. L'homme commence à la déshabiller, il la menace avec une matraque électrique, et pour lui faire encore plus peur, il lui dit Laisse-toi faire. Dépêche-toi là. J'ai pas peur de tuer. Avant toi, j'ai tué d'autres petites filles. Alors, la pauvre Julie, tétanisée par la peur, se laisse déshabiller, et il la viole. Lorsqu'il a terminé, Julie est silencieuse, elle se rhabille calmement, et repart sans un mot. L'homme la suit et lui lance Je te surveille, gamine. Si tu parles à la police, je reviendrai et je te tuerai, compris? Julie ne se retourne pas. Elle marche, et au bout d'un moment, elle se retourne, elle jette un coup d'œil derrière elle. Ouf, il n'est plus là. Julie s'effondre en larmes. Un automobiliste la voit, seule, en pleurs. Il s'inquiète et il l'emmène au commissariat de police. Arrivé là-bas, ses parents sont avertis et arrivent pour soutenir leur petite Julie. Julie est incroyable. Elle est forte pour une petite fille de 7 ans qui vient de subir la pire chose de sa vie. Elle a une superbe mémoire. Elle se souvient de tout. Du chemin qu'ils ont emprunté, de l'odeur que dégageait cet homme. Elle permet d'établir un portrait robot parfait. Elle dit même aux enquêteurs que l'homme portait un blouson vert avec des triangles dans le dos. C'est parfait pour les policiers. La petite fille est vraiment très impressionnante. Son calvaire est terminé pour le moment. Elle peut rentrer chez elle et être avec ses proches. Quelques jours plus tard, Julie regarde par sa fenêtre et là, elle voit le sosie de l'homme qui lui a fait du mal. Elle hurle à ses parents. Il est là, papa, maman, il est là. L'homme est là, sur le trottoir, en face de chez elle. Il lui sourit et lui fait coucou. Ses parents accourent et appellent tout de suite la police. Malheureusement, l'homme a fui. Alors la police décide de faire une surveillance devant l'immeuble de Julie et quelques temps plus tard, le même homme réapparaît. Il ressemble trait pour trait au portrait robot. Les inspecteurs décident de l'interpeller et de l'interroger. L'homme arrêté nie tout de suite les faits, il ne comprend pas pourquoi il a été arrêté. Et après une petite enquête, les policiers vont se rendre compte que c'est un homme marginal qui habite dans un foyer pas très loin de Julie. Et après des heures d'interrogatoire où il n'arrive à rien, il décide de prendre 6 photos. Une de l'homme arrêté près de chez Julie et 5 suspects ressemblant à l'homme du portrait robot. Il montre ces photos à Julie et lui demande si elle reconnaît son agresseur parmi ces 6 photos. Julie, concentrée, elle regarde attentivement toutes les photos une par une, elle s'applique et là, elle s'arrête sur une photo. Elle est bouleversée et elle pointe du doigt une photo et elle dit C'est lui. J'en suis sûre. Les policiers regardent la photo qu'elle vient de pointer. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas du tout la photo du marginal qu'ils ont arrêté plus tôt dans la journée. La photo correspond à Denis Waxin, un petit voleur à l'étalage. Il remballe et sans trop de conviction, il dépose une simple convocation dans la boîte aux lettres de Waxin. Denis Georges Waxin est né le 26 juin 1968 à Louz, dans le Nord. Son enfance, il la passe à Wattignies. Ses parents sont en froid. Le petit Denis ne les a jamais vus se parler. Sa mère est très distante et son père est très sévère. Il s'intéresse qu'à une chose, le tiercé et les jeux de hasard. Et il ne parle jamais à son fils. Ils sont 5 frères et sœurs. Son frère aîné est son seul réconfort. Il est son confident et sa seule source de tendresse. En 1985, son frère aîné quitte la maison et Denis sombre peu à peu dans une profonde dépression. Il erre seul pendant des heures à marcher tout seul sur plusieurs kilomètres dans les rues de l'île. En juillet 1986, Waxin décroche un BEP menuiserie. En 89, il part pour son service militaire en Allemagne et durant ses permissions de sortie, il fait la rencontre d'une femme plus âgée que lui. Cette relation dure 1 an et lorsque Waxin termine son service militaire, il rentre célibataire et à 22 ans, il replonge dans une grosse dépression. En 1991, Waxin retombe amoureux d'une femme. Ils se marient et le couple habite à l'île Moulin. Les Waxin ne souhaitent pas d'enfants et Denis appelle sa femme maman. Sa femme va le décrire comme un bon mari, charmant et serviable. Il travaille dans une station-service à Villeneuve-d'Ascq. Il est méticuleux, appliqué, sérieux et ponctuel, mais par contre, il est imprévisible. Un exemple, un soir, un gars vole des lunettes à sa station. Alors, Waxin vide le chargeur d'un pistolet d'alarme sur le voleur. C'est un peu extrême. Il finit par être renvoyé pour avoir menacé de mettre le feu à la station-service après que sa patronne lui ait fait une remarque.
Le 4 août 1997, Waksin vole des couverts dans un magasin et il est arrêté. Il est photographié et son ADN est prélevé. Le 20 janvier 1997, Waksin se rend à sa convocation. Il est très agité et très impatient. Il ne comprend pas pourquoi il a été convoqué. Lorsqu'il arrive, les policiers sont très impressionnés par la forte ressemblance avec le portrait robot que Julie a fait. Ils s'installent dans une pièce pour interroger Waksin et ils ont à peine annoncé la raison de sa convocation que ce dernier se met à table. Il avoue que c'est bien lui, puis, finalement, se rétracte et refuse de parler. Les inspecteurs organisent un tapissage derrière un miroir sans teint. Julie est là et elle est formelle. Elle reconnaît son agresseur, Denis Waksin. Les enquêteurs font une perquisition chez les Waksin et ils découvrent le blouson qui correspond à la description que Julie a fait. Et dans la poche de ce blouson, ils retrouvent la matraque électrique utilisée lors de l'agression de Julie. Le 28 janvier 1999, Waksin est mis en examen pour viol, séquestration sur mineur de moins de 15 ans. Et il est emprisonné à la prison de Luz. L'ADN de Waksin est comparé à celui de l'agresseur de Nadja et sans surprise, les ADN correspondent parfaitement. Le 12 juillet 1999, Denis Waksin est mis en examen pour enlèvement suivi de mort et viol précédé, accompagné ou suivi de torture ou d'actes de barbarie sur Nadja. Il est sorti de sa prison et est interrogé. Il reconnaît rapidement avoir violé, étranglé et étouffé la petite Nadja. Cependant, il refuse catégoriquement de signer ses aveux. Waksin réclame un entretien avec le juge d'instruction pour parler des meurtres des 3 petites filles. Le 13 juillet 1999, dans le bureau du juge d'instruction, M. Christophe Angrin, Waksin avoue les viols et les meurtres de Nadja, 4 ans, Cathy, 9 ans et Nathalie, 7 ans. Il explique la raison de ces meurtres. Il a fait subir à ces petites filles l'impensable pour se venger d'un viol qu'il aurait subi quand il avait 12 ans dans une cabane dans les bois par un SDF. Le 20 juillet 1999, Waksin écrit une lettre au juge d'instruction où il confirme ses aveux qu'il a fait dans son bureau. Et dans cette lettre, il décrit beaucoup plus de détails et surtout les circonstances des faits. Il écrit : Je les ai tués par peur qu'elles donnent naissance à des monstres, comme celui qui m'avait violé petit. Dans la lettre, il avoue également avoir commis 3 autres viols sur des petites filles, mais qu'il ne les a pas tuées car elles étaient très gentilles. Vous vous souvenez ? Je vous ai dit qu'en 1993, 2 petits garçons avaient été violés mais que personne n'avait été suspecté. Eh bien, Waksin avoue ces viols. Par contre, les enquêteurs, malgré des recherches, malgré des enquêtes, n'ont jamais retrouvé aucune trace des viols sur les 3 autres petites filles. Le procès de Denis Waksin débute en mai 2002 à la cour d'assises du Nord à Douai. Le 31 mai 2002, Waksin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans pour les meurtres et viols de Nadja, Cathy, les 2 jeunes garçons et Julie. Waksin fait appel de cette décision. Le 9 septembre 2002, le procès pour le meurtre et le viol de Nathalie débute à la cour d'assises des mineurs à Douai, car à l'époque des faits, Waksin avait 17 ans. Il sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il fait appel de cette peine. En octobre 2003, le procès d'appel de Waksin débute à la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Waksin sanglote énormément et finit par demander pardon pour ce qu'il a fait. Et enfin, fin novembre 2003, Denis Waksin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 29 ans. Waksin sera libérable qu'à partir de janvier 2028, il aura 60 ans. Alors la question que je me pose et que je vais vous poser, c'est est-ce qu'à 60 ans, Denis Waksin présentera encore un danger pour notre société ? Qu'en pensez-vous ? On peut débattre pendant des heures, avec plaisir. J'attends vos commentaires avec impatience. Voilà comment se termine la triste affaire des meurtres de Lille. Je travaille sur une nouvelle affaire qui pourra sans doute vous plaire si vous aimez les mystères à l'américaine. Alors restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité. À bientôt.